Bonsoir tout le monde. On va laisser les gens prendre un moment pour se connecter. Bienvenue à cette séance d'information concernant trois beaux projets de logement social et abordable dans les quartiers Mézeray et Vieux-Limoilou. On va juste attendre un petit moment pour la connexion de nos participants. J'en profite pour vous mentionner que l'assemblée de ce soir est enregistrée et ainsi que donc l'enregistrement sera disponible dès le lendemain sur le site Internet de la Ville de Québec, sur notre page YouTube des participations publiques, ainsi que les présentations que vous serez en mesure de consulter en différé. Eh bien, je vais en profiter pour vous parler un petit peu du déroulement de la soirée. Donc, on est en soirée d'information ce soir. On va avoir dans un instant le mot de bienvenue de Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale, membre du comité exécutif responsable de l'aménagement du territoire et de l'habitation, parmi d'autres mandats. Je suis également accompagné de Marc Deconinck, expert conseil à la Ville de Québec pour différents enjeux sociaux. C'est une personne de référence qu'on apprécie énormément. Nous avions également plusieurs ressources de la membre de Action Habitation, des organismes porteurs de projets ainsi que la gestion du territoire et du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement pour répondre à vos questions et vous présenter les différents projets. Donc, au courant de la soirée, l'outil QR sera ouvert. Donc, c'est un outil où vous pouvez écrire vos questions en temps réel. Notre équipe sera en mesure d'y répondre et sera en mesure d'y répondre. Par contre, la période de questions où vous pourrez lever la main et on pourra répondre de vive voix, ce sera seulement à la fin des présentations. Donc, nous avons, je vous demande pardon. Je vais juste rappeler que nous avons trois présentations, trois projets et on les présentera dans l'ordre. Donc, nous avons le 2600 boulevard Montmorency, un toit en réserve qui sera le premier projet qu'on présentera, suivi du 2055 boulevard Montmorency, euh, qui est aussi appelé le Rempart. Et nous avons aussi le 1300 ou le 1300 rue de la Pointe-aux-Yèves, qui est notre troisième projet, qui est pour la maison Marie-Frédéric. Donc, c'est un peu le déroulement. Pour les questions de vive voix, on va attendre à la fin. Pour les questions en temps réel, utilisez, vous pouvez les faire par écrit, on pourra vous répondre. Je laisse à l'instant la parole à Mme Marie-Pierre Boucher. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Je vois qu'on a à peu près une cinquantaine de personnes en ligne avec nous pour la consultation. Je suis très contente, en fait, qu'on arrive avec des projets comme ceux qu'on vous présente ce soir. C'est des projets de logements sociaux. C'est des projets qui ont un impact fort dans notre communauté auprès de l'ensemble des citoyens, finalement, pas juste ceux qui vont l'habiter, mais auprès de l'ensemble des citoyens. Donc, ça va me faire plaisir d'être présente pour vous entendre et aussi, je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions. Euh, je- Monsieur Leclerc là, vous a bien expliqué le comment, là, mais il y a pas de mauvaises questions. L'équipe qui est actuellement avec vous, elle est tout à fait outillée à répondre et à pouvoir même vous rassurer dans vos préoccupations. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Boucher. Monsieur de Coninck, je vous invite à commencer avec la première partie de présentation. Oui, Puis, bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci d'avoir, c'est une belle soirée, pardon, je vais partager mon écran. Ah, je pense qu'il faut que tu, on, le f- Daniel, on voilà, faisait les deux en même temps, c'est juste pour ça, ouais, c'est trop parfait. serviable. Donc à nouveau, bonsoir, merci d'être là. C'est quand même une belle soirée de printemps. Comme à l'habitude, lorsqu'on fait des assemblées publiques d'information, on prend toujours un petit peu de temps au début pour faire une mise en contexte plus large des enjeux d'habitation, parler du logement social dans sa portée plus large. C'est un enjeu collectif important pour le mieux-être de notre communauté, de nos concitoyens. Donc, moi, ma présentation ne va pas porter spécifiquement sur les trois projets, mais sur des questions plus générales. Mais bien sûr, vous pourrez poser des questions à la fin. Puis de toute façon, il y a aussi des éléments de réponse peut-être sur des questions que vous poserez sur chacun des trois projets. Donc, essentiellement, je vais revenir sur des éléments de mise en contexte particuliers, notamment dans les dernières années, au regard notamment de la crise du logement.
un petit exercice de définition du logement social. Il y a souvent des concepts qui se croisent et il y a un peu de confusion. Revenir sur l'importance du logement social pour une ville comme Québec et surtout pour ses citoyennes et citoyens. La répartition de l'ensemble des projets sur le territoire. Je ne vais pas vous présenter la localisation des 3 projets spécifiques, là, c'est plus mes collègues qui vont le faire, mais sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec, vous allez voir, il y a du logement social et quelques exemples. Et après ça, on pourra présenter plus en détail chacun des 3 projets. Donc, un rappel, on vit quand même, je pense que si vous suivez l'actualité, c'est clair qu'on vit une crise du logement un peu partout au Québec et à Québec. Ce qui est très révélateur, c'est la question du taux d'inoccupation. Alors, le taux d'inoccupation, c'est la proportion de logements locatifs qui sont inoccupés. Alors, ce taux d'inoccupation des logements locatifs sur le territoire de la Ville de Québec est à 0,8 %. On évalue que pour avoir un marché équilibré, il faudrait que le taux soit à 3 %. Alors, l'ensemble des grandes villes du Québec, en ce moment, toutes les grandes villes du Québec, c'est en bas de 3 %, mais c'est la ville de Québec où le taux est le plus faible, parce que dans les faits, on est victime de notre succès, c'est que Québec a connu la plus importante croissance démographique au cours de la dernière année et des dernières années. Alors, à titre comparatif, la ville qui est la plus proche de Québec en termes de taux d'inoccupation, c'est Trois-Rivières à 1 %, Longueuil 1,3 %, Sherbrooke 1,3 %. Si on combine ça juste à droite au fait que le loyer moyen des logements locatifs a subi une hausse importante au Québec, c'est l'impact de l'inflation. Et vous savez que le loyer, c'est le poste budgétaire le plus significatif dans un panier de consommation. Donc, c'est sûr que l'accès à un logement à faible coût, c'est un enjeu particulièrement important. Donc, quand on parle du taux d'inoccupation du logement qui est faible, c'est surtout du logement abordable qui est particulièrement faible. Parallèlement, le paiement hypothécaire moyen a tendance à augmenter. Vous me direz, oui, mais le paiement hypothécaire, quel est le rapport avec le taux d'inoccupation des logements locatifs? Bien, c'est que l'accès à la propriété, les jeunes ménages, par exemple, qui accèdent à une propriété, bien, ça libère des logements locatifs pour des clientèles en recherche de logement. Donc, comme les paiements hypothécaires augmentent, ça exerce une pression aussi sur le taux d'inoccupation, sur les gens qui ne passent pas du logement vers une propriété, d'un logement locatif vers une propriété. Les mises en chantier, 2021, ça a été une année record. Il y a eu une baisse des mises en chantier pendant quelques années. On constate une lente reprise depuis 2024, donc c'est quand même un signal intéressant. Mais tous ces éléments-là font en sorte que cette crise du logement-là, ce n'est pas une vue de l'esprit, elle est quand même assez aiguë. L'Office municipal de l'habitation a un registre des ménages qui sont en attente d'un logement subventionné. Je reparlerai plus tard du logement subventionné. Bien, actuellement, il est environ autour de 2500 ménages. Mais ce montant-là, ce nombre-là est toujours légèrement sous-évalué parce qu'il y a beaucoup de ménages à faible revenu qui ne s'inscrivent pas dans des listes d'attente alors que le besoin est là. La Société canadienne d'hypothèques et de logement évalue que lorsqu'un ménage consacre plus de 30 % de son revenu à ses frais de logement, est à risque d'endettement et est dans une situation financière beaucoup plus fragile. Or, à Québec, on parle de 31 220 ménages qui consacrent plus de 30 % de leur revenu à des frais de logement. Dans certains cas, c'est 50 %, voire encore plus. Et la grande majorité de ces ménages sont des ménages d'une personne seule. Donc, le taux d'inoccupation, il est particulièrement faible pour les logements pour des personnes seules et pour des logements à faible loyer. Donc, vous voyez dans l'encadré à droite, ça résume ce que je viens de dire. C'est de plus en plus difficile de se loger, particulièrement pour les personnes dont les revenus se situent en bas de l'échelle. Et la ville, ça fait partie de ses responsabilités en fonction de la charte de la ville, en fonction de la loi sur les compétences municipales. La ville a une responsabilité par rapport au mieux-être collectif et une responsabilité aussi de faire en sorte que du logement social se développe et soit offert pour les populations à plus faible revenu. Elle dispose aussi même d'outils réglementaires plus particuliers dans sa charte qui, dans certains cas, facilitent la réalisation de projets de logement social. Ma collègue Nathalie Cournoyer, tout à l'heure, vous expliquera plus en détail c'est quoi ces outils réglementaires. Mais il faut aussi rappeler que la Ville doit assurer l'équité et la mixité pour favoriser la cohésion sociale. Donc, le logement social, c'est aussi un enjeu
de cohésion sociale. Et quand on parle d'équité, bien, il en faut partout sur le territoire. On le verra sur la carte à la fin. En 2020, la Ville s'est dotée d'une vision de l'habitation. Mais au regard de la crise du logement, si vous me permettez l'anglicisme, elle a revisité cette vision et s'est donné un plan de mise en œuvre accéléré 2023-2026 et a fixé comme cible la construction de 80 000 nouveaux logements partout sur le territoire de la Ville de Québec. On ne parle pas ici uniquement de logement social, mais à partir du moment où on augmente l'offre globale de logements, on allège la pression sur les ménages à faible revenu qui cherchent un logement avec un loyer raisonnable. Mais parmi ce 80 000 nouveaux logements, on vise quand même à réaliser 500 logements sociaux par année. 2024 a été une bonne année. On a réussi à dépasser cet objectif-là. Cela dit, il y avait un retard depuis quelques années. Le gouvernement du Québec a revu complètement ses programmes de logements sociaux, a interrompu pendant un certain temps le financement de nouveaux logements sociaux. Donc, il y a du chemin à rattraper. Donc, il faut... alors, c'est une bonne nouvelle, une soirée comme ce soir, où on annonce 3 nouveaux projets dans le Grand Limoilou. Mais parallèlement à cette vision de l'habitation et à son plan accéléré, la Ville s'est dotée au printemps 2024 d'une vision en matière d'itinérance. Vous le savez, vous suivez l'actualité. Le phénomène d'itinérance est en augmentation partout au Québec, partout au Canada. Dans l'exercice de dénombrement de 2022, on constatait une augmentation de l'itinérance de 36 % en 2018 et 2022. Les enjeux d'itinérance, ce n'est pas uniquement des enjeux de logement, mais bien sûr, le logement est un des éléments extrêmement importants. L'axe 3 de la vision en matière d'itinérance, le titre dit bien ce qu'il veut dire, un toit pour tous. Bien sûr, les visages de l'itinérance sont très multiples. Ce soir, on ne fera pas une longue dissertation sur toutes les nuances à apporter au regard du phénomène de l'itinérance, mais ce qui est clair, c'est que si on veut réduire l'itinérance, il faut aussi prévenir cette itinérance, faciliter des formules qui permettent une plus grande stabilité résidentielle, qui permettent une plus grande reprise de contrôle des personnes qui sont à risque d'itinérance sur leur vie. Et ça tombe bien, il y a 2 des 3 projets qu'on va vous présenter ce soir qui vont dans ce sens-là. Mais un des éléments importants, au-delà d'assurer un toit pour tous, c'est de s'assurer aussi d'un accompagnement adapté aux besoins des personnes. Et encore une fois, 2 des 3 projets répondent bien à cette réalité-là. La définition du logement social, le gouvernement du Québec, je l'ai évoqué, a changé complètement ses programmes pour faciliter la construction de projets de logement social. Il y a un programme qui a près de 25 ans de vie, le programme Axélogie, qui est arrivé en fin de vie au début de 2020, qui a été remplacé par le programme d'habitation abordable Québec et un certain nombre d'autres mesures. Et dans toute cette mouvance-là, dans la couverture aussi médiatique, il y a un peu de confusion autour du concept de logement social. Donc, je vous résume ça très rapidement. Spontanément, vous allez me dire ce que vous voyez à l'écran. Pour beaucoup de gens, c'est une évidence. Pourtant, on constate que c'est là que démarre la confusion. Alors, quand on parle de logement, c'est le lieu où l'on habite. Hein? C'est son appartement, son domicile, sa résidence. Et pour occuper ce logement-là, on paie un loyer. Et ça, c'est le montant mensuel payé par le locataire. Alors, quand on parle de logement social, on parle de l'habitation, on ne parle pas du loyer. Alors, le logement social, c'est une propriété publique. Quand on parle de propriété publique, on parle de l'Office municipal de l'habitation ou une propriété communautaire, donc une organisation sans but lucratif, une coopérative ou un organisme à but non lucratif. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens associent logement social à des HLM, des habitations à loyer modique. Il est important de dire qu'il ne se construit plus de HLM au Québec, au Canada, depuis 1994. Les HLM existent encore. Si vous habitez Limoilou, les appartements Saint-Pédis, qui sont bien sûr très bien connus, Bourg-la-Marque, si vous habitez
en Haute-Ville, Marguerite Bourgeois, etc. Donc, des complexes HLM qui sont toujours en fonction, qui sont gérés par l'Office municipal d'habitation, mais désormais, l'Office municipal et les coops et les OBNL réalisent des projets qui sont différents des HLM. Par contre, ce qui est commun à chacun de ces modes de tenure-là, c'est la finalité sociale. Ce qu'on veut dire, c'est que ces projets-là, pour être viables, doivent atteindre un certain niveau de rentabilité, mais s'il y a des surplus, ils sont réinvestis dans la mission et non pas au profit d'un propriétaire. Et dans ces projets-là, on parle de projets de la collectivité. Donc, il y a une prise en charge collective. Ce sont des organismes, des citoyennes et des citoyens mobilisés qui se réunissent et proposent des projets de coopératives, proposent des projets d'OBNL ou vont aller voir un groupe de ressources techniques ou l'OMH et vont demander de l'accompagnement pour réaliser ce projet-là. Et ce qui est commun à tous les projets de logements sociaux, c'est qu'il y a une implication des locataires, soit sur le conseil d'administration, dans des comités de locataires, ou dans bien des cas, dans la mobilisation qui mène à la réalisation de ce projet-là. Donc, c'est environ 18 000 logements à Québec qu'on peut qualifier de logement social. Maintenant, si on habite un édifice de logement social, on peut soit avoir un loyer subventionné, donc ça, c'est pour les ménages qui sont à très faible revenu, et le loyer ne dépassera pas 25 du revenu du ménage locataire. Alors, pour être éligible, il y a une grille de montant qui est établie par la Société d'habitation du Québec et c'est l'Office municipal qui évalue l'admissibilité de la personne. Et le locateur, c'est-à-dire l'OMH, la coop ou l'OBNL, elle fixe son loyer à un certain montant et la perte de revenus qui est occasionnée par le fait que le locataire paye moins que le loyer réel, cette perte de loyer est compensée par le gouvernement et la ville qui assume la différence, ce qui permet encore une fois de rentabiliser le projet. Alors, on peut donc encore une fois habiter dans un projet de logement social, avoir un loyer subventionné ou avoir un loyer abordable. Dans le cas d'un loyer abordable, le revenu est légèrement supérieur et là, le loyer va être fixé au loyer médian d'une unité comparable dans le secteur. Donc, si on occupe un 3,5, on a la garantie que le loyer ne sera pas supérieur. Dans ce cas-là, on ne reçoit pas de subvention. C'est le loyer qui lui-même est conçu de façon à ne pas dépasser le loyer médian. Mais pour qu'un propriétaire soit capable de garantir des loyers abordables, bien sûr, il y a une intervention, il y a une subvention publique à la réalisation et les programmes de financement assurent des mécanismes de contrôle des loyers pour qu'on respecte les paramètres du loyer abordable. Alors, le logement social, c'est documenté de longue date. Il y a eu de nombreux travaux en santé publique. Il y a eu des travaux commandés par la Société d'habitation du Québec aussi, même par rapport à l'impact social d'un point de vue économique. Donc, c'est bien documenté ce que vous voyez à votre écran. Le logement social, c'est un des outils les plus concrets pour réduire les inégalités sociales, prévenir l'instabilité résidentielle. Encore une fois, le logement, c'est le poste budgétaire le plus significatif. Donc, si on limite le plus possible la pression financière sur les loyers pour le locataire, on le met dans une situation où il peut plus facilement reprendre du contrôle sur sa vie. C'est un des principaux déterminants de la santé. C'est un outil extrêmement important pour sécuriser les locataires qui, des fois, vivent des épisodes plus difficiles quand on pense aux aînés, quand on pense dans le cas de projets qui vont nous être présentés aujourd'hui, de ménages ou de personnes qui vivent des situations plus difficiles, avoir accès à un logement de qualité sécurise la personne dans son parcours. Le logement social, c'est aussi une façon d'assurer une plus grande mixité sociale. Donc, déjà, la cohabitation entre des gens qui ont un loyer subventionné et un loyer abordable, il y a déjà une certaine forme de mixité, mais l'implantation de projets de logement social dans toutes les communautés du Québec, on va le voir sur la carte tout à l'heure, assure une plus grande mixité sociale sur l'ensemble du territoire. Ça assure aussi, c'est adapté dans certains cas à un parcours résidentiel. Deux des projets qu'on va vous présenter ce soir, c'est plus des projets de logement transitoire. Donc, encore une fois, pour permettre à des personnes pendant un court épisode qui peut varier de quelques mois à quelques années, de reprendre du contrôle avant d'améliorer leur situation de façon significative. Et le logement social vise à répondre à des profils de famille ou de personnes avec toutes sortes de besoins très variés. Vous avez ici
le territoire de l'ensemble de la Ville de Québec. Chacun des points que vous voyez sur la carte représente un projet de logement social. Donc, ce n'est pas un point pour une unité. Là. Dans certains cas, c'est des projets de 20 à 30 unités. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 150, voire 200 unités de logements sociaux. Alors, on voit qu'il y en a bien sûr sur tout le territoire de la Ville de Québec. Il n'est pas surprenant, il y a une plus grande concentration de projets de logement social et d'unités de logement social dans la cité Limoilou. Il y a deux éléments associés à ce phénomène-là. D'abord, le fait qu'il y a une plus grande concentration de gens à faible revenu dans l'arrondissement de la cité Limoilou. Donc, les besoins sont plus aigus. Mais aussi, historiquement, avant les fusions municipales en 2022, les villes-centres, la Ville de Québec, faisaient un effort beaucoup plus important pour développer du logement social sur son territoire que les villes en périphérie. Par contre, et ce qui est important, c'est que cette carte illustre bien, je vous parlais tout à l'heure de l'enjeu d'équité des personnes à faible revenu, des personnes qui ont besoin d'avoir accès à un logement à un coût raisonnable, soit par le biais d'un loyer subventionné ou d'un loyer abordable. Il y en a sur tout le territoire. Il y a des gens à faible revenu dans la Haute-Saint-Charles, dans Sainte-Foy-Sillery, dans Des-Rivières, dans Beauport, dans Charlesbourg. Donc, il est important d'assurer. Aujourd'hui, on parle de projets à la Limoilou, mais tout au cours de l'année, il y a aussi des assemblées publiques d'information pour informer les citoyens de l'arrivée de projets de logement social dans leur quartier ou dans leur arrondissement. Je termine avec un certain nombre d'exemples dans la Limoilou, mais dans les faits, dans ces trois exemples-là pris dans le Grand Limoilou. Et ça permet aussi de corriger une idée reçue très souvent qu'on a par rapport au logement social, qui est basée, entre autres, sur l'image qu'on a des vieux HLM, que du logement social, on est dans du logement de moins grande qualité, qui projette une image avec un design architectural beaucoup plus modeste. Non, au contraire, c'est bien démontré que en assurant un logement de qualité, un logement confortable, un logement qui permet aux personnes d'avoir une image positive de leur milieu de vie, ça contribue très concrètement à faire en sorte que les gens, on met en place des conditions favorables à une réduction des inégalités, dans certains cas, à une sortie de la pauvreté. Alors là, vous avez au 10-30 rue des Moqueurs, le projet d'un toit vert, qui est aussi un projet d'un toit en réserve, là, qui va vous présenter un des trois projets de ce soir. 70 logements dans l'écoquartier d'Estimauville. Habitation Marie-Clarisse sur la 18e rue, un projet construit il y a quelques années. Un très beau projet, très bel exemple de mixité sociale. Un certain nombre d'unités qui sont réservées pour des adultes qui ont une déficience intellectuelle, mais qui reçoivent de l'accompagnement de services du CIUS et de l'Association pour l'intégration sociale, qui leur permet d'assurer leur pleine autonomie et donc un beau projet d'inclusion sociale et aussi un certain nombre de logements réservés pour des familles monoparentales, des familles immigrantes et des familles en général. Et le dernier projet, le parcours, qui a un design beaucoup plus modeste pour montrer un projet qui est à plus petite échelle, qui est sur le chemin de la Canardière. Mais là encore, j'insiste sur la qualité. On retrouve 27, c'est un projet de l'Office municipal d'habitation, on retrouve 27 studios ou chambres qui vise vraiment la clientèle plus des chambreurs. Le quartier Mézeray est un quartier où il y a beaucoup de maisons de chambre, certaines de qualité, mais on sait que sur le marché des maisons de chambre, il est plus difficile d'obtenir un loyer de qualité. Alors, le projet, le parcours, justement, en offrant un milieu de vie plus dynamique, une chambre de qualité permet donc à des personnes, encore une fois, de reprendre du contrôle. Alors là, vous avez trois exemples. Et on pourra bientôt ajouter trois nouveaux exemples dans le Grand Limoilou. Alors voilà qui termine ma présentation. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre dès maintenant avec nos trois projets. Nous irons d'est en ouest. Donc, on va commencer avec le 2300, s'il vous plaît. Alors, je prends la parole, Daniel. Je me Oui, présente, Ève Fournier. Je travaille chez Action Habitation. Je suis agente de communication et de développement. Alors, je vais prendre le temps de présenter un peu notre organisme parce qu'on accompagne les porteurs des projets qu'on vous présente ce soir. Donc, Action Habitation existe depuis 1978. On a participé à la création de plusieurs milliers d'unités dans la région de Québec. Nos bureaux sont dans Limoilou. On couvre la région de la capitale nationale, mais beaucoup dans la ville de Québec. On
développe, on accompagne en fait les coopératives, les OBNL dans leurs projets d'habitation. On est là du début à la fin. La recherche de terrain, montage financier, demande financière, des présentations de projets comme ce soir. On accompagne aussi les organismes dans la gestion immobilière. On a aussi une équipe qui fait de l'adaptation de domicile. Donc, le fil conducteur, dans le fond, les objectifs de notre organisme, c'est d'améliorer les conditions d'habitation, de les rendre rendre les milieux de vie les plus inclusifs possibles. Donc, voilà un peu notre rôle. On a le plaisir d'accompagner un toit en réserve, le propriétaire du futur milieu de vie, les habitations Montmorency, depuis maintes années. C'est un partenaire de longue date. Donc, je vais partager la présentation pour vous présenter un toit en réserve et bien sûr le projet avec Élodie Simard de Lafont Côté qui est aussi fait équipe avec nous pour les 3 projets dans la conception architecturale du début à la fin jusqu'à la livraison des projets. Donc là, c'est la petite portion, la portion crunchy, le partage de la présentation. Vous me En ce direz moment, tu es si... en partage de présentation et non de ton écran. Et si je Euh, bascule, est-ce que ça convient mieux? on peut vérifier. Non, comme je disais, tu es en train de Non. partager la présentation et non juste l'affichage OK. en Donc, diaporama. j'ai tenté de basculer à l'écran, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je recommence. Je vais arrêter ça. Désolée pour c'est le nouveau fonctionnement. Donc, voilà. Tentative maintenant. Et là. On va essayer. Je vous invite, s'il y en a qui ne sont pas en mesure de le voir dans la salle, utilisez le QR pour nous avertir. Peut-être que tout le monde est en mesure de voir. Donc, Ouais, Ève, je OK. t'invite à commencer, puis je vais être Parfait. attentif si on a des gens qui ont des problèmes techniques. OK, alors voici une première vue 3D des habitations Montmorency de l'organisme Un toit en réserve. Un toit en réserve, nous, dans notre milieu, on l'appelle UTER. Alors, c'est une société acheteuse à but non lucratif. Ça a été créé en 1983. Il y a un conseil d'administration indépendant, il y a des représentants des locataires et des représentants du milieu communautaire. Là, est-ce que vous voyez bien? Oui, parce que des fois, on dirait que c'est parti. C'est beau? OK. La mission d'un toit en réserve, c'est de développer, de maintenir du logement social abordable, sécuritaire, durable, de qualité. L'objectif aussi du TER, c'est d'offrir des milieux de vie bienveillants, inclusifs, favorisant la dignité. Pour vous donner un aperçu d'un toit en réserve, vous marchez, vous circulez à travers la ville et vous allez croiser des immeubles d'un toit en réserve. Donc, il y a 45 ensembles immobiliers à travers la ville. C'est plus de 1100 logements. 27 des logements sont réservés à une clientèle aînée et près du 3/4, c'est pour des familles et personnes seules. Donc, les habitations Montmorency, on plonge dans le sujet. C'est dans le quartier Mézeray, en face du domaine, près du domaine Mézeray. Nous sommes, voilà, il y a un encadré. Madame Cournoyer va pouvoir vous le présenter plus précisément tout à l'heure. Un immeuble de 10 étages, 187 logements, des 3,5, 4,5, 5,5. C'est un projet qui est destiné, un peu comme les habitations Marie-Clarisse présentées par M. de Coninck, donc des familles, personnes seules, à faible, modeste revenu. Il y aura quelques unités pour des personnes ayant des besoins particuliers. Bureaux et espaces communautaires sont prévus au rez-de-chaussée, assurément, pour favoriser le vivre ensemble. Donc,
On a recommandé, on a eu cette opportunité d'avoir ce terrain-là dans Mézeray. On pense que c'est le choix idéal pour le projet parce que les services de proximité sont nombreux, à distance de marche. On a un réseau piétonnier, cyclable, de transport en commun très, très bien développé. Dans ces milieux de vie-là, les personnes généralement sont plus faiblement motorisées que dans d'autres immeubles privés, par exemple. Donc, je céderai la parole à Élodie Simard de Lafond Côté pour présenter le concept architectural, que vous puissiez voir le magnifique projet. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir. C'est moi qui vais présenter les 3 projets du côté de l'architecture. Lafond Côté, moi, je suis architecte associée principale chez Lafond Côté Architecte. Je travaille chez Lafond Côté depuis 15 ans. Le logement social, c'est vraiment ma passion. C'est une mission, nous, au bureau, de faire du logement social. Quand on prend le projet, on le prend vraiment avec cœur, puis on essaie de le mener à terme le mieux possible. Puis on essaie de rendre ces projets-là durables dans le temps et intégrés de façon le plus sensible aux environnements urbains. Vous comprenez que dans le contexte dans lequel on est, dans Mézeray, on n'a pas de voisins très, très près. On pouvait monter en hauteur ce projet-là. Donc, nous avons 10 étages. On est venu le moduler quand même le dernier étage avec des retraits. Donc, on a un 9 étages d'un des côtés et de l'autre également. Et c'est le centre qui est à 10 étages. On est allé avec des matériaux ben, vous voyez ici, dans le fond, qu'on est venu un peu fracturer la volumétrie. Même que c'est un grand gabarit, ça l'amène quand même un dynamisme intéressant aux façades. Au niveau de la matérialité, merci Ève, on a de l'aluminium. Donc, c'est un matériau durable. J'entends l'écho de quelqu'un. C'est bon. On a de l'aluminium anodisé, c'est un matériau recyclable à l'infini qui est écologique et tout et tout. Dans le fond, quand on conçoit des enveloppes de bâtiments avec du logement social, souvent on pense qu'on va prendre des matériaux de moins bonne qualité. C'est tout à fait le contraire avec le financement public partiel de ces projets-là. Bien, on vise la durabilité, qu'il y ait moins d'entretien sur les immeubles sur le long terme, qu'il reste de très grande qualité aussi pour les usagers. Donc, l'aluminium est un super bon matériau, l'isolation, la fenestration aussi performante, la maçonnerie de briques. Et on a osé une teinte d'aluminium un peu orangée là, qui fait penser au cuivre pour donner une teinte un peu dynamique au niveau des façades. Au niveau de la cour, je vais vous le présenter aussi au niveau du plan d'implantation. On a maximisé l'air vert dans ce projet-là et ça sera un milieu de vie très intéressant. Monsieur Deconinck le présentait tantôt. L'important de nos projets, c'est d'en créer un milieu de vie, des milieux de vie inclusifs. L'espace vert, l'aménagement paysager fait partie intégrante de la conception architecturale. Donc, les espaces communs sont en connexion avec les zones végétales. Également, tous les balcons en rez-de-chaussée aussi sont vraiment réfléchis afin de créer une intimité, etc. Donc, vous allez voir, l'implantation, c'est vraiment intéressant, la cour qu'on vient donner. Puis aussi, au niveau piéton, on a quand même une bonne distance là, entre le trottoir et la façade principale de l'immeuble. Et c'est sûr que ce site-là, c'est incroyable au niveau de la proximité du parc Mézeray, de l'écoquartier aussi, qui est très, très près, le vélo, etc. Donc, c'est un site parfait pour un projet, pour un toit en réserve. Donc, l'implantation, vous voyez, on a 48 d'air vert, qui est vraiment intéressant sur ce site-là. On est venu minimiser l'impact au niveau de tout ce qui est asphalte. Le seul élément qu'on a, c'est pour les matières résiduelles. Les stationnements sont 100% intérieurs dans ce projet-là. On a justement, je vous présentais tantôt qu'au niveau du 10e étage, on a un retrait. Un côté, ce sera du toit végétalisé, puis de l'autre côté, il y aura une portion de toit végétalisé et de toit terrasse pour les usagers. Donc, ça, ce sera super intéressant. Puis, vous pouvez
constater que la qualité qu'on vous présente aujourd'hui, ce sera la qualité qui sera construite également. On s'assure de ça, puis on est là du début à la fin, comme Ève vous le présentait tout à l'heure. Au niveau de l'échéancier, la date prévue du début des travaux serait hiver 2026, la fin des travaux en été 2027, pour une durée d'environ 1 an et demi, donc 18 mois. L'horaire et le fonctionnement du chantier sera en respect des normes municipales, bien évidemment, sous la responsabilité de l'entrepreneur général. Pour en savoir plus sur le projet et connaître le processus de location, vous voyez ici l'adresse courriel ainsi que le numéro de téléphone de chez Action Habitation. Juste une petite précision, c'est sûr qu'à partir du moment que le chantier commence, on va mettre un panneau avec les coordonnées et la présentation de ce soir, elle va être déposée sur le site de la ville, donc vous aurez aussi accès aux coordonnées. Merci. Alors, on cède la parole à Mme Cournoyer. Merci. C'est moi ou c'est Daniel là, qui partage? Merci. Donc, bon, ça me revient l'odieux de présenter la partie plate de la soirée. C'est le cadre normatif pour permettre les très beaux projets que nous a présentés Élodie et Ève. Donc, dans un premier temps, pour le 2600, changer le diapo. C'est moi qui ai des problèmes. Faut que ton curseur soit sur ton autre écran, Tani. Merci. Effectivement. Donc, l'objectif ce soir, on l'a dit, c'est une séance d'information. On est quand même ici pour vous présenter et répondre à vos questions, toutes les modifications. Dans notre processus d'adoption du projet de règlement, l'avis de motion et l'adoption du projet s'est fait là, à une séance antérieure au niveau du conseil d'agglomération. Ce soir, on est en séance d'information et après ça, il y aura adoption du règlement et son entrée en vigueur. On aura les échéanciers à la fin de la présentation. Les modifications réglementaires, M. Deconnac en a parlé. La Ville a un pouvoir dans sa charte qui lui permet d'adopter des projets de logement social. Donc, c'est un pouvoir qui est octroyé par le gouvernement québécois là, aux municipalités de le faire. Nous, ça se retrouve à la charte, à l'article 74.4 pour autoriser les habitations qui sont destinées aux personnes ayant besoin d'aide, de protection ou de soins ou d'hébergement. C'est un outil qu'on utilise pour sécuriser les projets qui répondent aux besoins, comme on l'a expliqué là, avec la présentation de M. Deconnac et de Mme Fournier. Tous les projets sociaux qui sont présentés par la Ville de Québec et à la Ville de Québec sont adoptés via cet outil-là de la charte. C'est un article là, qui permet à la Ville de sécuriser ces projets-là et de répondre à sa mission sociale. Donc, dans un premier temps, pour le 2600 Montmorency, le règlement, c'est le RAVQ 1772 qui vient, comme je viens de l'expliquer, qui vient d'un règlement spécial de la Charte de la Ville de Québec et qui relève du Conseil d'agglomération. Ce sont tous des projets qu'on va voir ce soir qui sont sans approbation référendaire. Donc, si on revient sur la localisation du 2600, on l'a vu, c'est dans le secteur du boulevard Montmorency, pratiquement au coin du boulevard Montmorency et de l'avenue d'Estimauville, dans le quartier Mézeray. Il se situe sur le boulevard Montmorency. C'est dans la zone actuellement qui est la zone 18404 CD. Par contre, l'outil réglementaire qu'on utilise ne modifie que le lot du 2600 Montmorency. Les normes qu'on vient modifier pour permettre ce très beau projet-là ne s'appliquera qu'au lot qui est en orangé sur l'écran. Dans un premier temps, on vient
Les modifications que je vous présente ce soir, ce sont des modifications réglementaires qui sont nécessaires pour permettre la construction des bâtiments qui vont vous être présentés. Donc, dans un premier temps, pour le 2600, le logement est déjà autorisé, sauf qu'il est autorisé à partir du 2e étage et plus. Et dans le cas qui vous est présenté ce soir, les logements occuperont l'entièreté du bâtiment, donc les 10 étages au complet. Donc, on vient autoriser le logement à tous les étages. Il y avait également la hauteur là, qui était pas conforme à notre réglementation actuellement. On vient augmenter là, la hauteur du bâtiment de 34 mètres là, pour répondre aux besoins. Il y avait également l'occupation du sol qui était de 50 dans la norme actuelle et on vient la diminuer à 40, ce qui permet de garder, entre autres, là, plus d'espace vert. Et il y avait une norme où on exige que deux accès à une rue aient une distance au moins minimum de 6 mètres entre les deux. Dans ce cas-ci, avec ce qui vous est présenté ce soir, les deux accès seraient seulement de 2 mètres de distance. Donc, on vient régulariser cette norme-là. C'est les seules normes qui sont à modifier pour ce projet-là. Donc, je vais repasser la parole à Mme Fournier pour la suite du prochain projet. Parfait, merci. Est-ce que vous vouliez Oui, parler un peu? J'arrête. Daniel, ça va? Je peux prendre la parole? Oui, j'allais essayer de partager mon écran pour la présentation du rempart afin que peut-être plus de personnes soient en mesure de le voir. Parfait. Merci Bon. beaucoup, c'est très apprécié. Donc, pour le rempart, je vais céder la parole à Nancy Raté, qui est coordonnatrice de l'organisme. Elle va pouvoir présenter l'histoire de l'organisme et la clientèle qu'il dessert. Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Nancy Raté, coordonnatrice de l'organisme Le Rempart. Donc, c'est un centre d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Puis quand on parle de situation d'itinérance, on parle de sans domicile fixe. Donc, on a une clientèle, dans le fond, qui veut s'en sortir, qui veut être plus stable, qui veut retourner à l'école, qui veut retourner travailler. On s'enligne vers ça. Et juste pour remettre dans le contexte de l'histoire, dans le fond, nous, on est avec l'Armée du Salut à l'époque, la Maison Charlotte de l'Armée du Salut, qui a quand même duré pendant 20 ans. Et moi, j'étais là depuis le début de la Maison Charlotte. Donc, j'ai été intervenante et après coordonnatrice. Et puis, finalement, les centres d'hébergement pour hommes et femmes ont fermé les portes en 2020. En juillet 2020. Donc, nous, on a décidé de reprendre le flambeau de la Maison Charlotte et de créer l'organisme Le Rempart. Donc, c'est un projet qu'on est vraiment fiers de porter. Et c'était dans notre plan stratégique aussi d'avoir notre propre immeuble éventuellement et d'aller dans un endroit un petit peu plus à l'écart de la ville, du centre-ville, et près justement de la nature, puis de développer certains projets, certaines activités avec la nature et tout. Donc, c'est pour ça que là, ça rentre vraiment dans notre mission, dans notre but qu'on avait initialement là, avec la Maison Charlotte et au début du rempart aussi quand on l'a créé. Donc, c'est ça, c'est une équipe d'intervention justement expérimentée. Il y en a qui ont plus de 10 ans d'expérience, dont moi, ça fait 25 ans et plus. Je fais partie des meubles, comme on dit. Donc, c'est ça. Puis, il va toujours avoir une surveillance et accompagnement 24 heures sur 24 avec des caméras et tout. Mais le but, c'est vraiment la réinsertion sociale des femmes et vraiment les aider à s'en sortir. Comme je disais tantôt, ça fait partie vraiment de nos services et vraiment faire des activités, aussi d'avoir un petit jardin, créer des activités pour briser l'isolement aussi. Puis après, par la suite, on a aussi un service d'agent de maintien en logement qui aide aussi les femmes à s'en sortir aussi, mais à aller dans des logements un petit peu plus permanents, un peu plus là, stable encore. Oui, déjà que ça va être stable, c'est ça notre but, mais que ce soit encore plus stable là, dans un logement permanent où ils vont pouvoir encore plus se développer leur autonomie, leur habileté sociale et tout. Donc, ça, c'est notre but, là, vraiment, là, de les accompagner du début jusqu'à la fin de leur cheminement. Donc, Merci ça beaucoup. résume un peu, là, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions tantôt, là, mais c'était pas mal ce que je voulais
nommés. Parfait. Merci beaucoup, Madame Merci Raté. beaucoup. On peut mentionner aussi qu'on a commencé à connaître les voisins également. Le rempart, Oui, dont Nancy et des membres du conseil d'administration avec Action Habitation, on a rencontré la direction de l'école voisine pour présenter le projet. Ça fut une rencontre super constructive, positive. Donc, vous êtes un organisme qui a à cœur ses voisins. Voilà. exactement. Ça s'est bien passé, justement, avec la direction. On a pu parler de la clientèle, justement, puis des services qu'on offre, puis on va être vraiment ouvert à la collaboration s'ils ont des questions aussi, là. On est très ouvert à ça. Parfait, merci beaucoup. Donc, Merci. Nancy le précisait, on est en face du domaine Mézeray. À l'entrée du pavillon principal. Madame Cournoyer va pouvoir va le montrer un petit peu plus loin, plus précisément. Allons résumons le projet, Daniel, si c'est possible. Donc, c'est 31 studios. Il y aura des bureaux et espaces communautaires pour favoriser, dans le fond, l'accompagnement des femmes qui font appel à l'organisme. Encore là, Mézeray a été retenu, ce quartier-là, parce qu'il était, bon, près du terrain. Les services sociaux de santé sont à distance de marche. C'est très important pour ce type d'organisme-là. Les commerces de proximité aussi sont en grand nombre. On a un réseau piétonnier, cyclable, le transport en commun très, très bien développé. C'est une clientèle qui est très peu motorisée. Il y avait aussi un besoin pour l'organisme d'avoir une diversité de citoyens, d'avoir une quiétude autour de l'immeuble pour vraiment favoriser la reprise du pouvoir d'agir. Donc, je cède la parole à Élodie de Lafond-Côté. Merci. Donc, au niveau de l'architecture de ce projet-là, on est dans un plus petit gabarit, hein, beaucoup. On est à 4 étages. On a 31 studios. On a maximisé la fenestration étant donné que les balcons n'étaient pas une option dans ce projet-ci. On a vraiment visé de belles grandes fenêtres. C'est 100% en maçonnerie de briques, ce projet-là, avec des insertions de petits panneaux d'aluminium de couleur jaune pour venir dynamiser les façades. La rythmique des fenêtres aussi pour venir donner un rythme intéressant, malgré qu'on s'insère dans Mézeray. On s'est inspiré quand même d'un module assez simple, etc. Les espaces communs seront au rez-de-chaussée. Il est marqué d'une couleur différente de maçonnerie. L'entrée est marquée par un petit débord de volumétrie, toute simple pour venir marquer l'entrée. L'aménagement paysager sera vraiment intéressant. On vient faire la plantation d'arbres sur rue. On vient créer un petit jardin communautaire. On est venu créer un beau filtre végétal aussi avec l'école. On est implanté en front de rue sur le boulevard Montmorency pour libérer la cour arrière puis aussi être en synergie avec les gabarits aussi derrière, qui sont un peu plus faibles gabarits, mais pas beaucoup. Donc, on est vraiment en insertion sensible du lieu. Donc, on a un résumé ici, 4 étages, 31 studios avec des bureaux, espaces communautaires. Puis là, vous voyez en plan cette parcelle de l'eau-là, elle est comme un peu trapézoïdale. Il y aura 4 cases de stationnement accessibles par l'avenue Nicolet, puis la gestion des matières résiduelles se fera aussi par la rue, l'avenue Nicolet. Et la cour sera vraiment vers la rue de la Vérandrie, vers l'arrière, avec une belle haie de cèdre, une clôture, etc. Puis la plantation d'arbres que je vous parlais sur le boulevard Montmorency, ainsi que l'entrée principale là, sur le coin Montmorency et Vérandrie. Donc, ce projet-là va avoir un échéancier de chantier prévu en août 2025, une fin en juin 2026, donc une durée de 10 mois environ. Ce sera une structure de bois qui est prévue pour ce projet-là. Chemin piéton pour écoliers protégé pendant le chantier, bien évidemment. Vous l'avez vu, l'organisme est très sensible à son milieu, puis l'objectif, c'est de travailler en collaboration. L'horaire et le fonctionnement du chantier sera en respect également des normes de la ville municipale, sous la responsabilité d'un entrepreneur général de grande qualité.
qu'on connaît déjà dans ce projet-ci. Pour en savoir plus, vous pouvez encore contacter l'organisme Le Rempart, hein, vous avez le lien ci-dessous. Donc, voilà. Je vais arrêter le partage, puis on va pouvoir accueillir Nathalie pour le volet réglementaire. Donc, si on poursuit encore une fois, si on est ici ce soir, c'est parce que le projet demande quelques ajustements réglementaires. Donc, au niveau du 2055, on est avec le règlement RAVQ 1773. C'est toujours par le même article qu'on a présenté tout à l'heure en début de présentation, le 74.4 qui est utilisé, toujours relevant du conseil d'agglomération et licence d'approbation référendaire. Petit terrain situé encore une fois sur le boulevard Montmorency. On n'est pas très loin d'où on était tout à l'heure, toujours dans le quartier Mézeray et dans l'arrondissement Lacile-Moelleau. Le terrain est compris dans la zone 18423 MB, comprend 4 terrains, mais encore une fois, le projet, le règlement qui est présenté ce soir ne vise que le lot en orangé où est situé le projet du 2055. Dans ce cas-ci, les modifications qui sont requises pour permettre le projet, c'est d'augmenter le nombre de logements maximum. Actuellement, le logement est autorisé, mais il est limité à 24 logements par bâtiment. Dans le cas présent, on doit l'augmenter à 35. Dans les autres modifications, il y a la hauteur du bâtiment également. Il y a une limite de 11 mètres actuellement à la zone à la grille de spécification. On l'augmente à 15,5. Et pour répondre également à ce projet-là, la largeur du bâtiment de 12 mètres est retirée. Vous avez vu, là, le lot est un peu particulier, donc ça facilite l'intégration. L'aire de stationnement à 6 mètres de la rue est retirée également. Et pour ce qui est d'une génératrice qui doit être installée, normalement, ça doit être en cours latéral et arrière. On a vu encore une fois la façon que le terrain est fait. Il n'y a pas vraiment de cours latéral et arrière dans ce cas-là. Donc, on vient de l'autoriser en cours avant. Dans les dernières modifications nécessaires, c'est le stationnement. On vient autoriser le stationnement en façade du bâtiment principal, toujours pour les mêmes raisons dû au lot qui a une forme particulière et la distance entre une aire de stationnement et la ligne avant de l'eau également qui est réduite là, à moins de 4 mètres là, pour accueillir les 4 cases de stationnement. Donc, ça fait le tour des modifications requises pour ce projet-ci. Je suis disparu. Je vais pouvoir partager la prochaine présentation. Tout va rondement. Parfait, merci Daniel. Donc, on va regarder ensemble le troisième projet qui est la maison Marie-Frédéric 4. On l'appelle 4 parce que c'est le quatrième projet porté par cet organisme-là. Je salue l'équipe de la maison Marie-Frédéric qui est présente, qui assiste à la rencontre pour entendre les questions. Je les remercie de leur présence. La maison Marie-Frédéric, elle est bien implantée au centre, surtout en basse ville de Québec. Peut-être que vous les connaissez et vous avez déjà vu certains de leurs immeubles. C'est un organisme qui accompagne des jeunes adultes en difficulté. Donc, ils occupent 2 bâtiments sur l'Angelier. Il y a aussi un bâtiment près du pont Scott avec un agrandissement qu'on a travaillé avec eux il y a quelques années. Les besoins sont toujours très grands. Alors, est venu le besoin de parler de la maison Marie-Frédéric 4, d'aller vers une nouvelle construction. Donc, les services de la maison Marie-Frédéric sont vastes. C'est vraiment de l'accompagnement à la reprise du pouvoir d'agir, des jeunes en difficulté, en situation d'itinérance. Alors, ils offrent, Daniel, est-ce que c'est possible d'aller
de passer 2 diapos, on va pouvoir regarder un peu. Vous voyez que l'organisme ne date pas d'hier, donc fondé en 1987. Donc, les services visent la réinsertion sociale, donc soutien psychosocial, gestion de conflits, maintien au logement, services alimentaires. Il y a une équipe d'intervenants dont le directeur, ça fait plus de 25 ans, qui est à la tête de l'organisme. Il gère 60 unités de logement, une trentaine de jeunes adultes aussi au service de répit à chaque nuit. Et les services ne suffisent plus. Donc, on va vers la construction qu'on vous présente ce soir, qui est dans le vieux Limoilou. Vraiment en face, en diagonale du centre de formation professionnelle Louis-Joliette, pour ceux qui connaissent bien le quartier. Donc, on voit la rue Julien, façade sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres et rue Papineau. Madame Cournoyer va pouvoir vous le présenter encore davantage. Si c'est possible d'aller à l'autre diapo. Merci. Alors, c'est un bâtiment de 20 unités, des 3,5 avec bureaux et espaces communautaires, toujours pour bien accompagner les jeunes qui font appel à l'organisme. C'était le vieux Limoilou, vraiment collé vers le Saint-Roch, qui a été choisi parce que les autres bâtiments de l'organisme sont à proximité. Donc, ça se fait bien à distance de marche. Donc, il y a une cohérence dans la prestation de services. Les services, il y a beaucoup de services complémentaires, dont le centre Louis Joliette, la formation aux adultes en face du futur milieu de vie. Puis, bien sûr, des services de proximité quand même à une distance raisonnable, puis un réseau piétonnier, cyclable, transport en commun très bien développé. Donc, c'était un choix idéal pour construire à cet endroit. Et je cède la parole à Élodie de La Font-Côté. Alors, rebonsoir tout le monde. Pour ce projet-là, on est encore dans un plus petit gabarit que ce que je vous ai présenté tantôt pour le rempart. On est dans un 20 unités, 4 étages. Encore, vous voyez qu'on est dans des matériaux de grande qualité, donc on est dans une très grande majorité de maçonnerie de briques. Les motifs que vous voyez au niveau des façades, c'est vraiment de l'appareillage, c'est un jeu de maçonnerie tout simplement, ce n'est pas un autre matériau. On est allé dans cette simplicité-là dans ce secteur-ci. Et c'est le dernier étage ainsi que les retraits pour venir dynamiser les façades qu'on a pris une tuile d'acier carré qui fait un effet de tôle à la canadienne, qui sera super brillante, qui se confond avec le ciel, etc., qui permet d'avoir un dernier étage moins imposant. Il y a des entrées sur rue, hein, il y a des entrées principales sur rue, etc. Donc, je vous le montrerai aussi sur les autres vues. La cour, c'est certain que c'est une plus petite cour. Vous allez voir le site là, en implantation, il est assez exigu, mais quand même, il y aura un espace pour les usagers. Puis, on est venu rabaisser à 3 étages côté des maisons. On peut passer à la prochaine, Danielle. Donc, on voit sur les rues latérales, donc le rabaissement, on est venu se mettre en symbiose avec les bâtiments avoisinants. Donc, on a un 3 étages qui est très près du 2 étages, un peu sur terre de ce côté-ci, sur la rue Papineau. Et ensuite, on vient reprendre notre 4 étages là, qui fait quand même une très belle intégration pour maximiser le nombre d'unités malgré l'étroitesse du site. Et de l'autre côté, sur la rue Julien, également, on a une distance. Là, on n'est pas à côté sur un bâtiment comme on est sur la rue Papineau. Puis, on a quand même le 3 étages qui vient faire aussi une intégration plus harmonieuse avec le contexte urbain. Puis, je le disais tout à l'heure, on est venu travailler des entrées piétonnes sur rue pour dynamiser les façades. Les espaces communs seront au rez-de-chaussée également. Il y a des logements adaptables aussi au niveau du rez-de-chaussée. Puis, la toiture, dans ce cas-ci, ne sera pas accessible pour les usagers. Ce n'est que des décalages volumétriques dans ce cas-ci et sans balcon. On le voit aussi en implantation ici. On est à côté sur les trottoirs, hein, sur ce site-là, sur les 3 façades. Il y a vraiment une étroitesse de site qui nous oblige à ça, mais le contexte urbain aussi fait qu'on est vraiment
un peu comme tout le monde, on s'est implanté de la même manière. Et on a une petite terrasse là, en cour centrale et on a maximisé la végétation qui était possible d'être faite sur le site. Puis les arbres sur la façade aussi sur Pointe-aux-Lièvres sera conservé. Ça, c'est une des demandes aussi qui avait été faite qu'on respectera bien évidemment. Au niveau de l'échéancier, la date des travaux est prévue en automne 2025. La fin à l'été 2026, une durée approximative de 10 mois également. Comme tout à l'heure, hein, le chantier respectera les normes municipales, bien évidemment, et vous avez le site de la maison Marie-Frédérique qu'elle va très bien décrit au niveau de sa mission. Alors, merci. Donc, c'est à mon tour de reprendre l'écran. Donc, pour le dernier projet de ce soir, encore une fois, certaines modifications réglementaires sont nécessaires. Donc, ici, on parle du RAVQ 1776. C'est un projet qui est sous la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec dans ce cas-ci. Donc, on l'a vu, c'est un ensemble de 5 lots qui devront être unifiés là, pour permettre la construction. C'est fait vraiment le coin là, Papineau, Julien et Pointe-aux-Lièvres. C'est situé dans le Vieux-Limoilou et la Cité-Limoilou, évidemment, comme arrondissement. À proximité, il y a des résidences, mais comme on l'a dit, il y a également le centre de formation professionnelle et un bâtiment multifamilial là, de l'OMHQ. Les modifications requises, c'est d'ajouter le H2, habitation avec services communautaires. On en a parlé tout à l'heure. Il y aura des espaces communs. Donc, ça nous demande d'ajouter cet usage-là, mais c'est du résidentiel. C'est juste qu'une partie de services communautaires là, dans ces bâtiments-là. Également, on vient modifier le nombre de logements maximum. Seulement, il est à 4. Le projet prévoit une vingtaine de logements. On a enlevé le maximum de logements. Et également, considérant la clientèle très jeune, ils n'ont pas nécessairement besoin là, de grands logements de 3 chambres et plus. On vient enlever là, les normes de grands logements qui sont normalement requis pour un bâtiment qui se construirait dans ce secteur de la ville. Le nombre d'étages est à 2 actuellement et 9 mètres. On vient retirer là, le 9 mètres et ne conserver qu'un 4 étages comme maximum de hauteur. Et la marge arrière n'est pas applicable considérant l'étroitesse du lot. L'aire verte est réduite à 10 également pour les mêmes raisons. Le lot est exigu et les aires d'agrément également sont retirées là, pour les besoins du projet. Donc, ça fait le tour des modifications. Il me restait une dernière diapo, c'était pour les prochaines étapes. Donc, ce soir, on est en séance d'information. Ces dates-là sont bonnes pour les trois projets. Donc, le 7 mai prochain, au Conseil d'agglomération sera l'adoption des règlements et l'entrée en vigueur se fait normalement là, dans les jours qui suivent là, la date d'adoption des projets. Ça fait le tour. Merci beaucoup. Nous avons reçu quelques questions par écrit. Nous avons répondu au fur et à mesure. Merci, M. Deconinck, de vous joindre à nous. Maintenant, nous sommes à la période des interventions de vive voix. Si vous en sentez le besoin, si vous touchez votre écran, bougez la souris, vous verrez peut-être un bouton intitulé « Levez la main »,« Raise your hand » si votre interface est en anglais. Donc, nous sommes prêts à répondre aux questions ou écouter les interventions. Si vous avez des commentaires sur les projets, des fois, c'est possible de venir apporter des retouches et s'ajuster à certains impacts parce que vous êtes les spécialistes de votre milieu, vous avez peut-être des informations à nous partager. J'ai vu une main qui s'est levée, qui s'est rebaissée. Oui, Micheline. Micheline, je vais vous afficher à l'écran et vous allez pouvoir ouvrir caméra et micro. Donc, Madame Bouchard, vous avez peut-être besoin de... Oui, j'ai activé mon micro. Voilà, on vous entend. Merci. On ne me voit pas, mais on m'entend. C'est bien?
Je voulais juste savoir, j'ai fait le tour. Peut-être que j'ai mal inscrit, mais j'avais inscrit également le toit vert au 10-30 rue des Moqueurs. Il y avait 70 logements. Est-ce qu'on a passé à côté ou Je peux répondre rapidement. Le projet du toit vert que j'ai montré dans ma présentation, c'était un exemple de projet déjà réalisé. Donc, il c'est est un projet déjà réalisé? qui existe déjà, qui est au 10-30 rue des Moqueurs, effectivement, dans l'écoquartier, qui a 70 logements. Parce que je Et voulais pour donner y, des sous- exemples. et pour y souscrire, par exemple, c'est parce que les autres, leur dénomination ou leur but, ça me rejoint pas. Mhm. Alors, je peux pas y souscrire. Mais celui du 10-30 rue des Moqueurs me conviendrait mieux dans Estimaville. Est-ce qu'il y aurait des coordonnées que vous pourriez peut-être soit inscrire dans ou C'est pour le bien de tous, soit dans le clavardage ou le dire, s'il y aurait un lien Internet ou numéro de téléphone? Ou Oui. on passe par l'OMHQ? Non, pas besoin de passer par l'OMHQ. Les logements d'un toit en réserve sont affichés sur le site web d'Action Habitation. Quand un logement à louer se libère, on l'affiche en priorité, donc dans notre rubrique logement à louer. Mais je vais vous envoyer, je vais mettre dans le clavardage donc le, le- l'adresse du site Internet et également le numéro de téléphone d'Action Habitation. Et si tu Parfait, je vous permets, remercie beaucoup. Mais si tu permets, Ève, en complément à la Oui. question de Mme Bouchard, c'est peut-être pas son cas, elle, là, mais bien sûr, vous appelez effectivement, comme Ève l'a dit, l'Action Habitation. Maintenant, si vous voulez évaluer si vous êtes admissible à un loyer subventionné, vous contactez l'OMH. C'est eux qui vont vous confirmer si vous êtes admissible ou pas. Très bien. S'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions, vous pouvez utiliser l'outil lever la main. Oui, Valérie Gélina, je vais vous afficher à l'écran et vous pourrez activer votre micro par la suite. Oui, bonjour. Moi, la question que j'ai en tête, c'est pour le secteur de la rue Pointe-aux-Lièvres. Est-ce que le projet va permettre d'avoir des animaux, soit des chiens? Est-ce qu'on a un représentant de l'organisme qui aurait l'information pour nous? On a quelqu'un de la maison Marie-Frédéric qui pourrait répondre à la question. Oui, Oui, Sylvain Gervais, directeur général Maison Marie-Frédéric. Oui, madame. Pour l'instant, on n'a pas encore statué là-dessus. Actuellement, dans les logements que nous avons, logements supervisés, c'est interdit. Maintenant, avec ce nouveau bâtiment, on va peut-être faire un pas en avant dans ce sens-là, mais pour l'instant, on n'a pas encore statué là-dessus. Parfait, merci, parce que je me permets de dire que le secteur Pointe-aux-Lièvres est très, 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 très achalandé au niveau des chiens, puis ça crée quand même des problématiques là, au niveau du voisinage, au niveau du bruit. Donc, si on permet encore davantage, plus de chiens qui sont dans le quartier, bien, ça va encore augmenter le problème de nuisance sonore. Ben, je prends en note votre commentaire qui est très utile, puis je vous en remercie. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. On va poursuivre avec Bernard Bruyère. Je vous mets à l'écran. Vous pourrez activer votre micro par la suite. OK, bon, mon micro est activé, hein? Oui, on vous entend maintenant. Bonjour, M. J'entends. Bruyère. Bonjour. Bon, moi, je demeure à Stadacona, là, et puis je vais vous avouer franchement que votre projet disons qu'il ne, je Vous en trouve chante ce pas. projet-là mal adapté pour l'environnement de la paroisse, là. Comme vous le savez déjà, bon, vous avez mentionné l'école Louis-Joliette. Le secteur est bien pourvu présentement d'habitations à loyer modique. Pointe-aux-Lièvres, Papineau et Julien, c'est des HLM. Au coin de Pointe-aux-Lièvres et de l'Espinay, il y a des HLM. Au coin de l'Espinay et François Ier, il y a un centre de jour pour des autistes adultes. Au coin de Demeule et de l'Espinay, il y a des habitations pour des ex-psychiatrisés. Acadie, le jeune, sur Demeule, c'est des HLM. Des HLM sur
l'avenue La Montagne, et puis des HLM sur de Guyenne. Je pense que le secteur est déjà bien pourvu. Je pense que Stadacona fait déjà sa part, OK, pour tous les types de population qu'on peut avoir à Québec, ici dans le quartier. Et puis, on a une magnifique école là, qui vient d'être construite, là. OK? L'école de Stadacona, là, c'est une école... c'est une nouvelle école avec qui mériterait, disons que dans ce secteur-là, on devrait construire des logements pour des familles, puis ça leur permettrait d'avoir une école élémentaire à proximité, là. Alors, si je comprends bien le projet, c'est qu'on part de 2 étages qui sont permis, on va augmenter à 4 étages, il va y avoir 20 logements qui vont être construits dans ce secteur-là, alors que normalement, il y aurait de la place pour peut-être 3 ou 4 maisons de ville au maximum. Alors, je comprends mal, je ne vois pas vraiment quel avantage il y aurait pour le secteur d'avoir ce nouveau groupe de personnes, là. Je pense qu'au niveau de la paroisse, on en fait déjà suffisamment, là. En tout cas, c'est mon point de vue, là. Merci beaucoup, M. Brière. Je vais laisser peut-être l'opportunité à M. Monsieur de Coninck, pardon, je vous ai renommé. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur la concentration? Je pense que c'est ça le message clé, là, la concentration de services dans le quartier. Oui, ben, je remercie. C'est M. Bruyère, c'est bien ça? Je n'ai pas le temps de noter le nom, c'est M. Bruyère. Ben, merci pour votre question, M. Bruyère. Je vous rassure, c'est en toute connaissance de cause. Quand la Ville décide de donner son accord à un projet de logement social, elle est bien au fait des dynamiques qui existent déjà dans les différents milieux. Vous avez raison de dire que Stadacona est un milieu où il y a beaucoup de logement social, mais s'il y a beaucoup de logement social dans Stadacona, c'est parce qu'il y a aussi une très grande concentration de ménages à faible revenu dans le Grand Limoilou et dans Stadacona notamment. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais dans la présentation du début du taux d'inoccupation de logement qui est à 0,8 sur le territoire de la Ville de Québec. Dans les faits, quand on regarde la base Ville de Québec, c'est-à-dire à la fois Saint-Sauveur, Saint-Roch et les 3 quartiers de Limoilou, on est à 0,2 de taux d'inoccupation. Et pourtant, le pourcentage de gens à faible revenu qui habitent dans ces secteurs-là est plus élevé que sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Donc, il est clair que même s'il y a une grande concentration, comme vous dites, de logements sociaux dans le secteur, il y a encore une bonne partie de population à faible revenu qui n'a pas accès à un logement subventionné ou à un loyer abordable qui permettrait d'améliorer significativement sa situation. Ensuite, dans votre question, je comprends qu'il y a la préoccupation par rapport à l'impact de l'arrivée de la Maison Marie-Frédérique dans le secteur. Il y a d'autres projets à Québec, dans les quartiers centraux, qui accueillent des jeunes en difficulté. La Maison Marie-Frédérique est déjà bien installée sur la rue Scott au coin de Saint-Vallier. Il n'y a aucun enjeu de voisinage. Il y a d'autres projets pour jeunes en difficulté dans Saint-Roch. Il n'y a pas d'enjeu nécessairement dans le voisinage. Il y a des projets pour jeunes qui vivent des situations difficiles dans Vanier, dans Loretteville, le Piolet, par exemple, où il n'y a pas non plus d'enjeu de voisinage. Alors, on comprend la préoccupation des citoyennes et des citoyens, mais si ces problèmes-là étaient avérés dans d'autres endroits, on comprendrait d'autant plus la préoccupation. Mais les problèmes que vous semblez anticiper ne sont pas avérés dans d'autres secteurs où on trouve des projets similaires en termes de profil de clientèle, de gabarit, de quantité de logement que celui qui va s'installer dans Stadacona. Eh bien, merci. On avait encore une main levée. C'est au tour de Valérie. Donc, je vous mets à l'écran. Oui, bonjour. En fait, c'est vraiment pour faire du poids sur l'intervention du participant précédent. Moi, je suis entièrement d'accord avec son intervention. Moi, je suis dans le secteur de la Pointe-aux-Lièvres. Il y a le projet La Dauphine aussi qui s'en vient pour les jeunes en itinérance. Moi, dans le fond, là, je veux juste mentionner, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir mettre un petit peu de richesse à travers ça, là, parce que j'ai l'impression vraiment qu'on met l'emphase sur les gens qui en ont besoin, puis c'est parfait, mais c'est parce que, tu sais, si c'est juste des gens qui sont dans cette situation-là, c'est que c'est la sécurité aussi
aussi du quartier, là. Il y a beaucoup de vandalisme, beaucoup de graffiti, beaucoup de tentatives d'effraction aussi. Je peux pas le confirmer, mais j'ai l'impression de m'être fait voler dans ma voiture là, cette semaine. Fait que, c'est tous des petits méfaits comme ça qui rendent la situation quand même un petit peu inquiétante là, parce que c'est un super beau quartier, c'est un éco-quartier, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un quartier qui ne dynamise pas nécessairement les gens qui sont mieux nantis. Puis je pense qu'il ne faut pas les oublier, ces personnes-là non plus. Je comprends parfaitement qu'il y a une densité de population dans Limoilou, mais malheureusement, il n'y a pas de projet dans Sillery, il n'y a pas de projet dans Sainte-Foy, ou du moins, j'en ai pas entendu parler. Fait que, à un moment donné, si on veut vraiment équilibrer c'est la population, mais ça serait important que des projets soient dans tous les quartiers. Puis je comprends que, bon, pour desservir la ville, la centralisation, c'est bien, mais je pense à un Sainte-Foy, je pense à un Sillery qui peut être très bien aussi desservi par les différents services. Donc, moi, je vous fais vraiment part de mon inquiétude de profiter de mon quartier parce qu'il y a quand même certaines situations qui fait qu'il y a des petits méfaits. Donc, moi, je suis témoin là, parfois là, de petits méfaits. Là. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Là. Surtout qu'il va y avoir comme d'autres projets encore. Il y a déjà un toit en réserve, comme la personne le disait avant, la Dauphine qui s'en vient. Là, le projet sur l'autre côté de la Pointe-aux-Lièvres. Fait que on se demande un petit peu c'est quoi la vocation du quartier. Là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bien. Je vais répondre à nouveau, mais merci, Mme Gélina, pour votre question puis votre préoccupation. Puis, Mme Boucher l'a évoqué très tôt dans l'Assemblée. Gênez-vous pas, effectivement, si vous avez ce type de questions-là, parce que souvent, vous faites le porte-parole ou l'écho de d'autres personnes qui ont ce genre de préoccupations-là. D'abord, différents éléments. Je ne pourrais pas nécessairement tout répondre en détail, mais différents éléments. D'abord, je veux corriger une perception. Il n'y a pas que des projets de logements sociaux qui sont envisagés dans Limoilou dans les prochaines années. Il y a d'autres projets résidentiels de grande envergure qui sont sur la table à dessin. Vous savez notamment qu'il y a un projet qu'on espère qu'il verra le jour de transport structurant et notamment de construction dans la proximité de l'axe du futur tramway. Il y a déjà beaucoup de promoteurs qui ont levé la main. Donc, on parle de projets qui traverseraient Limoilou. Il y a des projets aussi à proximité dans Stadacona de construction de loyers qui ne sont pas des loyers, de projets de logement qui ne sont pas pour des loyers subventionnés ou des loyers abordables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais repartager quelques secondes, Daniel, la carte que j'ai montrée tout à l'heure. Je pense que ça va fonctionner. Vous avez raison. Attendez, je vais la basculer à plein écran. Okay. Par rapport à votre question, vous avez raison qu'il y a une plus grande concentration de projets de logements sociaux dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou, mais vous voyez qu'il y en a un petit peu partout en périphérie. Et mes collègues et moi qui sont ici à l'Assemblée participons à des assemblées d'information. Daniel peut vous en parler aussi, qui travaille du côté de la participation citoyenne. Il y a régulièrement des assemblées d'information sur des projets de logements sociaux annoncés dans Haute-Saint-Charles, dans Sainte-Foy, dans Beauport. Il y a à peine 2 ou 3 semaines, moi-même, je participais pour une annonce dans Beauport. J'ai participé à une annonce pour un projet dans Haute-Saint-Charles il y a quelques mois. Donc, il y en a. Est-ce qu'il y en a autant que dans les quartiers centraux? Non, il n'y en a pas autant, mais il y en a. Et les projets sont encore une fois ciblés dans les secteurs où les besoins sont les plus importants. Bon, ça, c'est le dernier élément, c'est plus un enjeu de perception. C'est que vous faites un lien entre la présence de projets de logements sociaux et des méfaits qui sont perpétrés, excusez-moi, c'est peut-être pas le bon mot, peut-être pas le bon verbe, là, dans un secteur. Il n'y a rien qui tend à démontrer que parce qu'il y a des projets de logement social dans un secteur, il y a une augmentation des méfaits. On ne peut pas faire ce genre d'amalgame-là, de dire que parce qu'il y a un projet pour des jeunes en difficulté dans tel secteur, les méfaits augmentent. Il peut y avoir des méfaits dans ce secteur-là qui sont réels, mais qui ne sont pas liés systématiquement à des projets de logements sociaux ou des projets qui accueillent des clientèles avec des besoins particuliers. Très bien. Il y a Mme Smith qui souhaitait prendre la parole vu qu'on parlait de son district. Salut!
Ah, oui, mais j'habite Stadacona. En fait, je suis conseillère municipale. Puis, en fait, je vous entends, là, j'habite à côté d'une grosse HLM. Puis, c'est les HLM qui sont un peu partout avec les grands coopératifs d'habitation. J'avoue qu'il y a beaucoup de logements sociaux déjà à Stadacona et c'est impossible à nier. Mais ce que je vois aussi, tu sais, j'ai aussi des voisines qui sont les médecins. Il y a une conseillère municipale. On a tu sais, les personnes très aisées qui commencent à vraiment acheter des propriétés privées. Mon voisin, il vient y acheter, je pense, pour centaines de mille dollars, puis il vient de vendre pour 600 000 dollars pour un petit logement. Donc, il y a quand même les gens aisés qui s'installent dans le secteur. Puis, je comprends, il y a plusieurs projets de logement qui s'installent encore avec, excuse-moi, je ne me rappelle pas l'autre projet de logement social, mais il y a des logements dans Pointe-aux-Lièvres qui ne sont pas subventionnés du tout. Je dirais même de luxe j'ai vu des projets. Il y a aussi Bourdage qui est juste à côté, qui est l'ancienne CNSST, qui sera aussi les lofts new-yorkais. Et toute Place Fleur de Lys est en train de se transformer avec des logements très aisés. Donc, il y a il y aura un gros rebrassage du visage un peu de l'École Stadacona. On peut le voir déjà à l'École Stadacona et le secteur en entier. Donc, je comprends que peut-être il y a une inquiétude, mais je vois mal comment une 20 étages, pas 20 étages, 20 logements de plus va changer la balance plus que plusieurs centaines de logements de luxe qui s'installent dans le secteur. Donc, pour moi, si je comprends, je prévoyais en fait, peut-être il y aura une rétenance encore dans un secteur très saturé, mais très. Il y a beaucoup de logements sociaux dans ce coin de Limoilou, en plus en particulier, mais ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas parce qu'il y a tellement plus de logements non subventionnés qui s'installent, donc il y aura une belle mixité du quartier. Donc, je voulais juste vous dire que je vous entends, mais aussi, c'est un peu mon calcul de tout ça. Je vous partage mes expériences de ce que je vois plus globalement dans le secteur. Merci. Merci, Mme Smith. Je permets, Daniel, juste un tout petit complément à l'intervention de Mme Smith. Oui. Les conseils de quartier des trois quartiers de Limoilou, le conseil de quartier de Lérel, les conseils de quartier du Vieux-Limoilou, le conseil de quartier de Mézeray, plaident tous pour une augmentation d'offres de logement social dans le Grand Limoilou. Eh bien, je vais inviter Christian à prendre la parole, suivi de Julie par la suite. Christian, vous êtes maintenant à l'écran. Vous devriez pouvoir ouvrir votre micro. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, salut tout le monde. Merci pour la belle présentation, surtout pour l'introduction de M. Deconinck. J'ai particulièrement apprécié. Ça m'a fait découvrir davantage les facettes que je ne connaissais pas des logements sociaux. J'aimerais souligner un truc qui m'embête depuis le début quand j'ai reçu le carton dans ma boîte postale, c'est de mettre 10 étages à cet endroit-là. Je parle du premier projet que vous avez présenté. Oui, 2300 Montmorency. C'est ça. À proximité, à part si on regarde les logements fédéraux qui sont de l'autre bord d'Estimoville, on a du 2 étages ou du 1 étage. Puis, ce qui m'embête le plus dans tout ça, je vais vous dire, c'est que le domaine Mézeray qui est juste à côté, ça va, à mon sens, ça va vraiment dénaturer la beauté du parc. Va aller mettre du 10 étages. On ne peut pas le contre la vertu. C'est le logement social, je ne m'y oppose aucunement, mais il me semble qu'un projet de 5 ou 6 étages aurait été amplement suffisant dans le contexte du domaine Mézeray. Puis si ce n'est pas déjà fait, j'invite toute votre équipe à aller vous asseoir sur la butte et voir le coucher de soleil dans le domaine Mézeray. Vous allez voir que ça va changer drôlement un coucher de soleil, un 10 étages à cet endroit-là. Ça, c'est un point que je voulais mentionner. Et un autre, c'est le nombre de places, le nombre de cases de stationnement par rapport au nombre de logements. Moi, je peux vous dire, dans le coin, c'est déjà pas simple de se stationner dans les rues avoisinantes.
C'est que je comprends que c'est peut-être pas tout le monde qui va avoir un auto, puis je comprends que c'est moi, j'habite dans l'écoquartier, je suis au 10-30, puis oui, sur papier, puis on veut bien faire des écoquartiers, puis on veut bien qu'il y ait de moins en moins de personnes qui aient leur véhicule personnel et puis qui prennent le transport actif, transport en commun. Mais dans la réalité des choses, surtout qu'on est dans un quartier où est-ce qu'il n'y a pas de vignette pour pouvoir se stationner, c'est déjà un peu un casse-tête. Alors, ça, c'est un autre truc que je vous amène à réfléchir peut-être pour le nombre de places de stationnement pour ce projet-là. Très bien. C'est tout. Christian, merci beaucoup pour vos lumières puis les vérifications proposées. Sinon, est-ce qu'on voulait intervenir sur l'opportunité d'augmenter les étages dans le cadre d'un tel projet ou ça avait déjà été assez clairement expliqué? Bien, en fait, moi, j'apporterais peut-être une précision à ce sujet-là, c'est que au niveau du règlement de zonage, c'était permis d'être à 40 mètres. Nous, on est à 34 mètres. La seule différence qui est demandée au niveau de la hauteur, c'est le pourcentage du 40 mètres. Dans le fond, on était réglementaire jusqu'au 9 étages, mais le pourcentage du 10e étage devait être de 60 et là, il est de 80 sur 34 mètres. Fait que, oui, c'est ça. Donc, on est moins haut que ce qui était permis à la base au niveau du règlement. C'est juste que le pourcentage d'occupation du dernier étage plus haut est 20 plus grand que ce qui pourrait être. Donc, malgré tout, le projet il sera plus bas que ce que le règlement permet. Fait qu'il y a quand même ça aussi que je voulais amener comme précision. Très bien. Nathalie, est-ce que tu voulais apporter des précisions supplémentaires? Est-ce que c'est conforme comme explication? Oui, on marche dans certains cas, ce qu'on appelle par surhauteur. Donc, on autorise un gabarimètre dans la grille de spécification et par la suite, il y a une certaine dimension du bâtiment qui peut être augmentée. Ce que Mme Élodie, je m'excuse, je me souviens pas de son nom jamais, expliquait, c'est que c'est ça, c'est qu'on est venu autoriser une plus grande superficie de cette surhauteur-là que normalement on aurait autorisé. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Je n'ai pas d'image de ma petite image de surhauteur, malheureusement. Je n'ai pas pensé à la mettre. Mais c'est vraiment la partie excédentaire qui normalement, on ne veut pas qu'il remplisse toute la proportion totale du terrain, du bâtiment. Donc, on vient gérer en surhauteur sur une superficie maximum. D'où le 40 60 qu'elle parlait. Là. Dans le fond, 40 du bâtiment pouvait atteindre 10 mètres, 10 étages. Et là, on vient autoriser 60 du bâtiment à 10 étages. Très bien. On a Julie qui a levé la main. Je vais lui laisser la parole. Oui, bonjour. Moi, en fait, j'ai une grande préoccupation concernant l'offre alimentaire. L'épicerie, là, c'est déjà saturé. L'été, on a les gens de l'île d'Orléans qui viennent faire leur épicerie à Mézeray, et puis c'est pas halable pendant ce temps-là. Fait que déjà, l'épicerie qui est là, elle fournit vraiment, vraiment pas. Donc, j'ai une grosse préoccupation là, avec vos 2 projets dans Mézeray, là, en ajoutant surtout 10 étages. Je suis d'accord avec monsieur précédemment. Là, déjà, le nombre d'étages, c'est très élevé. Là. Donc, il faudrait faire quelque chose pour ça parce que déjà, ça ne fournit pas. Là. Donc, ça, c'est quand vous parlez de l'épicerie, vous faites référence au Maxi qui est au. Oui. C'est la seule épicerie dans le coin. Là. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal le seul commerce. Je sais que le centre d'achat est en train de se développer, mais je pense pas qu'il ne semble pas avoir d'offre alimentaire qui va s'installer là. Donc, ça va être un problème. Très bien. Merci pour votre commentaire. Je crois que c'est davantage les lois du marché, justement, qui vont voir la suite des choses, à savoir si, justement, il y a des agrandissements à venir et tout. Mais on n'est pas, je pense pas que le municipal pourra intervenir sur une telle considération. Merci beaucoup, Julie.
Non. Est-ce qu'on avait... On avait... Monsieur Deconinck, est-ce que vous avez avancer quelque chose? Sinon, j'avais En fait, Claudine qui attendait pour répondre. parce que je ne veux pas être trop long, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans M. Christian, malheureusement, juste le prénom, là, Oui. à la question qu'il a posée sur les enjeux de stationnement. C'est parce que des fois, il faut aussi se donner un petit peu de hauteur et de perspective, excusez le mauvais jeu de mots dans ce cas-ci, là, de hauteur et de perspective par rapport à ces projets-là. Puis quand on les analyse de façon individuelle, je comprends votre préoccupation par rapport au stationnement. Cela dit, il faut aussi le concevoir dans une perspective plus large. La croissance démographique importante que connaît la Ville de Québec l'oblige à avoir une stratégie où elle densifie plus, elle construit plus en hauteur. Il y a des enjeux aussi par rapport à la protection de l'environnement, puis l'étalement urbain, qu'on ne veut pas contribuer à l'étalement urbain. Donc ça veut dire densifier un certain nombre de secteurs, construire un petit peu plus de hauteur. Ça veut dire effectivement un plus grand nombre plus grande population dans un secteur plus restreint. C'est pour ça qu'on ne peut pas isoler l'habitation tout seul. La Ville est en train de revoir son plan d'urbanisme et de mobilité. Vous suivez l'actualité comme tout le monde. Les discussions et les enjeux autour de l'importance du transport en commun puis de la construction d'un réseau de transport structurant, ça lui donne une importance d'autant plus grande que vous avez raison. Si à chaque fois qu'on construit des nouveaux projets d'habitation, on ajoute des ratios de stationnement importants, on va qu'amplifier un problème qu'on a de la difficulté actuellement collectivement à gérer. Donc, je vous invite à aussi partager ces préoccupations-là à d'autres niveaux que simplement quand on discute collectivement. Il faut aller de l'avant avec une vision beaucoup plus intégrée sur l'ensemble du territoire par rapport au développement d'un réseau structurant et à une plus grande mobilité. Et on est dans une zone d'Estimauville où il y a du côté du RTC, mais du côté aussi de d'autres, une volonté d'augmenter l'offre de façon importante. Très bien, on poursuit avec Claudine Gauthier. Oui, bonsoir. J'habite Bonsoir. l'écoquartier d'Estimauville, puis j'enseigne aussi à l'école primaire Dominique Savio. Puis ma question porte sur le grand projet de 187 logements. Justement, l'école Dominique Savio, elle est en ce moment à pleine capacité. Elle déborde. On est vraiment saturé. On a perdu cette année notre local d'anglais, notre bibliothèque scolaire pour des classes. Bref, tous les locaux sont occupés et vraiment saturés. Est-ce que la ville et le centre de services scolaires se parlent en vue de l'arrivée de nombreuses nouvelles familles dans ce 187 logements? Merci pour votre question. Madame Boucher, j'ai le goût de vous l'attendre. Vous l'aviez eu à une précédente activité dernièrement, Oui. donc je vous la confie. Et vous avez vu que je faisais oui de la tête, effectivement. Oui, et heureusement, en fait, on a des discussions quand on travaille sur des projets de développement en fait, peu importe les types de projets qui sont en cours dans l'ensemble des arrondissements, on s'assure toujours d'avoir des communications avec les centres de services scolaires, mais après, c'est certain que les centres de services scolaires, eux, doivent travailler avec leur ministère pour identifier les besoins et éventuellement demander, par exemple, plus de places, plus d'écoles. Et c'est un peu de cette façon-là. Mais en fait, je tiens aussi à vous dire qu'actuellement, peu importe le quartier où on vient faire des consultations publiques, c'est un des éléments qui revient régulièrement. Les enjeux de place dans les écoles, je vous dirais l'ensemble des écoles, ce que je comprends actuellement, sont déjà à pleine capacité. Puis, en fait, les écoles sont à pleine capacité parce qu'il y a des nouveaux enfants, parce que la population s'agrandit, parce que c'est aussi la raison pour laquelle on doit développer du logement. Donc, vous voyez, c'est un peu l'œuf ou la poule. On a besoin d'écoles, on a besoin de logements pour répondre aux besoins de la population. Puis si on ferme la porte à du logement, on ferme la porte aux citoyens de venir s'installer aussi et d'avoir des places pour vivre dans les quartiers qui, actuellement, si vous vivez dans ces quartiers-là, c'est que vous les trouvez agréables et que vous êtes attachés. On souhaite que ces citoyens-là puissent venir s'attacher dans leur quartier aussi. Merci beaucoup, Madame Boucher.
J'apporterais Ève, oui. j'apporterais une petite précision également. Pour les habitations Montmorency, on parle de familles, personnes seules. 187 logements. Ce ne sont pas toutes des familles avec de nombreux enfants qui vont y vivre. Quand on a fait les études de marché, quand on a regardé aussi quels étaient les besoins en logement sociaux communautaires pour le secteur, il y a quand même une forte proportion que c'est des 3,5, 4,5. Donc, un ratio personne seule assez élevé. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a 187 ménages qui arrivent avec des enfants. Puis, bon, il y a des démarches déjà en amont qui se font pour voir les besoins, tu sais, prévoir, et, dans le fond, prévenir les écoles, bien entendu. Et nous, au courant durant les chantiers, lorsqu'on voit dessiner un peu le portrait des gens qui vont arriver dans les milieux de vie, on reconfirme un peu le portrait aux écoles pour préparer l'arrivée des écoliers. Très bien. Merci beaucoup. Je vois, il n'y a pas de main levée. On pourrait en prendre encore une ou deux dernières, puis on pourrait lever l'assemblée. J'ai vu, on a perdu quelques participants. J'imagine que les questions ont été répondues, les curiosités ont été assouvies. Donc, si je n'ai pas d'autres personnes qui lèvent la main, je veux juste rappeler que la séance de ce soir est enregistrée. Elle sera publiée sur la page YouTube de la participation publique. Les présentations seront en ligne dans quelques heures également. Donc, je vais vous rappeler, l'information est encore disponible. Il y a les coordonnées également des organismes sur chacune des présentations. On va prendre une deuxième intervention de M. Brière, puis par la suite, on passera au mot de la fin avec Mme Boucher. Monsieur Brière, vous êtes en ligne. Oui. J'essaie de me trouver, là. OK, ben en fait, c'est la dernière intervention que je voudrais faire, là, c'est moi, j'aurais apprécié que cette réunion-là d'information se soit déroulée aussi en présentiel. Ça m'aurait permis de voir les gens en format normal, puis de pouvoir m'exprimer plus facilement. Disons que ça a été un peu compliqué, là, puis je suis persuadé que pour les gens de mon âge en général, c'est beaucoup plus compliqué d'essayer d'intervenir dans une réunion virtuelle que de se déplacer en direct pour parler avec les personnes. Fait que j'apprécierais, puis euh, ce- cet enjeu-là est très important, puis je trouve ça déplorable qu'on n'ait pas pu avoir cette réunion-là en présentiel. Merci. Merci, M. Brière, pour votre commentaire. C'est toujours un équilibre difficile, mais vous confirmez tout à fait une préoccupation là, de la Ville d'essayer d'avoir les meilleurs canaux de communication et d'échange avec les citoyens. Certains disent que c'est plus compliqué pour eux quand c'est en présence, notamment les familles qui ont des jeunes enfants. L'accès en ligne facilite leur participation, mais vous avez tout à fait raison aussi. Pour être d'une génération qui n'est pas très loin de la vôtre, moi-même, j'apprécie beaucoup plus les rencontres en présence. Il y a beaucoup de collègues à la Ville, c'est le cas aussi. Donc, votre intervention nous permet de relayer ça aussi auprès des décideurs de la Ville. L'idéal, c'est quand on peut combiner les deux, ce qu'on essaye de faire le plus souvent. Merci, effectivement, c'est noté de mon côté. Madame Boucher, je vous laisse la parole pour terminer l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence, d'avoir pris le temps de poser vos questions. Je comprends qu'il peut y avoir des préoccupations, puis c'est tout à fait légitime, là. C'est pour cette raison-là aussi qu'on vient prendre le temps, qu'on prend le temps de bien expliquer, de répondre aux questions. Monsieur Deconinck a une grande expérience, et il ne le mentionne pas toujours, là, mais il a une grande expérience et on est toujours content de l'avoir avec nous, qui puisse venir répondre aux questions plus spécifiques au niveau du logement social. Tout à l'heure, au départ, je vous mentionnais que c'est important quand même pour nous à la Ville de s'assurer de répondre à l'ensemble des citoyens. Puis c'est ce qu'on vient faire avec des projets de logements sociaux comme ceux qui vous ont été présentés ce soir. On sait que pour avoir une mixité sociale dans un quartier, il faut avoir à peu près 20 de logement social pour pouvoir assurer cette mixité sociale-là. Donc, que ce soit dans l'ensemble des quartiers,
et ainsi dans l'ensemble de la ville pour avoir un ratio et pour pouvoir avoir une offre pour l'ensemble des citoyens. C'est ce qu'il faut essayer de tendre pour offrir aux citoyens. Donc, quand on vient vous présenter aujourd'hui ces projets-là, je vous dirais qu'on est quand même content de pouvoir vous les présenter puis de se dire que la Ville de Québec répond aux besoins de l'ensemble des citoyens. Donc, j'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Vos préoccupations sont quand même prises en note. On va s'assurer de regarder pour avoir des projets qui vont le mieux s'implanter dans nos quartiers, dans vos quartiers. Merci beaucoup pour la soirée. Merci. Merci à tous.